Chers amis, ladies and gentlemen, merci infiniment d'abord à toi, cher Hugues, pour cet accueil à l'Université de Cambridge, à Magdalene College. Donc pour avoir accueilli avec tant d'enthousiasme et d'engagement l'idée de s'associer donc à cet ensemble diffracté dont a parlé tout à l'heure Sylvie Glissant, pour nous, il s'agit vraiment de la marque d'une relation qui est en marche, et pas simplement, comme vous le savez, ce genre d'études spécialisées, qui sont parfois des choses un peu fermées. C'est-à-dire que, comme vous l'avez constaté, vous l'avez là vu par vous-même, on est au moment d'un kairos peut-être, c'est-à-dire d'un renouvellement des études glissantiennes. La démonstration qui vient de vous être faite de l'initiative de l'Ox est assez éloquente pour vous en convaincre. Et en fait, moi je vois ça comme un processus relationnel. C'est-à-dire que ce renouvellement n'est pas simplement une addition, c'est une mise en relation que permet en effet l'outil numérique, mais que permet d'avoir tout ce que nous faisons là, grâce précisément à ce relais qui est pris par rapport aux initiatives que nous avons, par exemple, à l'Institut du Tout-Monde, à ce relais qui est pris aujourd'hui par l'Université de Cambridge et qui sera poursuivi à l'Université des Antilles en novembre prochain. Donc voilà, j'y insiste particulièrement parce que nous ne travaillons pas sur n'importe quel auteur, nous travaillons sur un auteur qui a eu cet idéal de la relation au centre de son propos, et si nous n'arrivons pas à décliner cet idéal-là dans l'espace critique, je crois qu'on serait vraiment à côté de notre sujet. Donc, tout d'abord, je tiens à dire ceci, comme l'a dit Sylvie Glissant, c'est le projet donc, du SIEG, du Centre international d'études Édouard Glissant, que nous avons tout juste, il y a quelques mois de cela, créé au sein de l'Institut du Tout-Monde, qui est justement de perpétuer cette relation, de la faire vivre, mais véritablement là, par rapport à une œuvre particulière, le discours antillais, donc c'est un colloque diffracté. Mais je dois dire avant tout ceci, je tiens à féliciter Hugues Azérad d'avoir choisi comme thème de cette journée le cri et la parole. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est là un thème qui a été beaucoup déjà commenté, qui a fait l'objet de quelques présentations ces années passées. Simplement, on est encore ici, au centre du projet de renouvellement. Nous allons essayer, je pense, au cours de cette journée, des communications qui seront proposées, à commencer par celle que je vais vous proposer dans un moment, de renouveler justement cette approche du cri et de la parole qui, peut-être, si ce n'est le cas de ce renouvellement, peut apparaître comme un poncif. En effet, le cri, dans une version lénifiante, dans une version possiblement complaisante, qui passe à la parole, oui, effectivement, on peut se dire là, c'est quelque chose d'assez convenu. En réalité, nous sommes là au cœur peut-être du discours antillais. On est au cœur non seulement du discours antillais en tant qu'œuvre, mais en tant que projet antillais et caribéen. Et c'est précisément ce sur quoi va porter mon propos d'aujourd'hui. Donc en effet, lorsque j'ai proposé cette communication, le titre de la journée n'avait pas encore été retenu, mais il se trouve qu'en effet, c'est là un titre qui va plonger au cœur de mon propos, du propos que je vais vous présenter. Dans le dossier qui vous a été remis, Hugues a eu la bonne idée de reproduire l'une de ses introductions, vous savez, du discours antillais, qui parle justement de ce passage du cri à la parole. Et je vous en donne lecture. Du cri fixe d'ici, déroule une parole aride, difficile, accorde ta voix à la durée du monde, sors de la peau de ton cri. Et plus loin, quitter le cri, forger la parole. Ce n'est pas renoncer à l'imaginaire ni aux puissances souterraines, c'est armer une durée nouvelle ancrée aux émergences des peuples. Je crois fondamentalement, donc au-delà de la version lénifiante à laquelle on pourrait penser et dont on pourrait se méfier, que ce passage du cri à la parole plonge finalement au centre de ce qu'est réellement le projet du discours antillais. Qu'est-ce qu'une parole fixe? Qu'est-ce qu'un cri fixe, en tout cas? Quand Glissant nous en parle dans son introduction, dans l'une de ses introductions au discours antillais. Il s'agit finalement d'une parole qui est empêchée. Le cri fixe, c'est une parole qui est enclose, qui est enchaînée.
Et je vous propose cette épithète avec une idée que j'ai derrière la tête et que je vous propose tout de suite. Je vais vous donner une citation. Je ne vais pas vous dire, c'est pas une charade. Je ne vais pas vous dire de qui il s'agit. Peut-être que les plus attentifs reconnaîtront peut-être les premiers mots. Paroles enchaînées, ces paroles terribles. L'écrivain double et triple son style quand le silence est imposé par un maître au peuple. Il sort de ce silence une certaine plénitude mystérieuse qui filtre et se fige en airain dans la pensée. Mesdames et messieurs, cette citation me permet de faire un lien avec l'une des dernières communications qui nous avait été proposée il y a quelques semaines de cela lors de notre colloque de Paris par Marie-Josée Monzin, peut-être une des communications les plus essentielles de ces 4 jours. Marie-Josée Monzin avait attiré notre attention sur la dimension révolutionnaire du discours antillais et en ramenant en ceci la figure de Glissant à celle de la Haine d'Homère, mais en nous disant aussi qu'elle était très proche de la puissance hugolienne du propos. Et mesdames et messieurs, ce que je viens de vous lire, justement, est extrait du livre 10e de la 4e partie des Misérables. Je crois que cette mention essentielle sur la parole enchaînée non seulement spécifie ce qu'est le cri, cette parole en effet enferrée, empêchée, mais nous permet d'envisager par ailleurs comment s'opère justement ce passage d'un cri informulé à cette plénitude mystérieuse qui filtre et se fige en airain dans la pensée. Car, nous dit Hugo, l'écrivain double et triple son style, quand le silence est imposé par maître au peuple. Et justement, je vais tenter de vous exposer aujourd'hui sous la figure de la trame à laquelle je crois fondamentalement, mais j'y crois parce que c'est inscrit dans le discours antillais, et bien justement ce doublement et ce triplement du style. C'est cela la trame. Revenons à cette introduction d'Édouard Glissant à partir du cri. Et qu'est-ce qu'il nous dit un peu plus loin? Du point fixe d'ici, trame cette géographie. La trame est donc, la trame dont il parle, c'est la trame caribéenne. Et elle va fournir l'une des modalités du passage du cri à la parole de plénitude que nous dit Hugo. Tramer la géographie, c'est tramer la parole à partir de ces désinences multiples en visant cette parole singulière dont j'avais parlé en introduction du colloque de Paris. C'est donc autour de cette trame caribéenne que je vous propose de réexaminer en fait les empreintes antillaises du discours antillais. Et ici, il est particulièrement facile de parler de ces auteurs-là parce que vous les connaissez tous. Si on était à Paris, si on était en France, on aurait beaucoup plus de difficultés car ils le sont que très peu traduits. Je pense particulièrement à Brathwaite et Derek Walcott, c'est encore très imparfaitement traduit. Donc Derek Walcott, Brathwaite, Edward Cabot Brathwaite et Edward Booth. Les références à ces auteurs transcendent finalement ce que sont de simples références pour viser plus profondément la construction d'une parole commune. Et j'en reviens encore à ce que nous disait Marie-Josée Monzin lors du colloque, il s'agit bien d'un livre atelier que le discours antillais. La parole caribéenne, issue donc de ce même cri, est postulée à partir du lieu antillais, et c'est pour cela que je parlerai de trame, dérivée, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc je vais me focaliser dans ma présentation avant tout à propos des conditions de lecture de ces auteurs par Glissant. Je vais aller de manière un peu rapide sur ce point, et ensuite je vais adopter une modalité d'intertextualité pour pouvoir donc analyser particulièrement les rapports Brathwaite, Walcott par rapport à Glissant. C'est une analyse qui a été souvent délaissée, il faut l'avouer, par la critique glissantienne, à part quelques défricheurs, et au nombre desquels il faut nommer particulièrement Celia Britton, mais les propos que je vais avancer ici visent finalement le renouvellement pluriel de cette question, de cette trame caribéenne travaillée par Glissant, tout en précisant que ce trajet permet finalement d'envisager en détail ce que ne cesse de postuler le discours antillais à l'endroit de ce qui lie entre eux les écrivains caribéens, et qui est rappelé dans Politique de la relation, dans ce texte essentiel et très dense que vous connaissez, Lieu clos, parole ouverte, consacré aux écrivains de la plantation. Et voilà ce qu'il y dit. En quoi notre mémoire et notre temps furent-ils chahutés par la plantation? Dans l'écart qu'elle constituait, l'emmêlement toujours multilingue et toujours multiracial qui a noué de manière indémêlable le processus des filiations et cassé par là l'ordonnance claire et linéaire à laquelle les pensées d'Occident avaient donné un tel éclat.
Alejo Carpentier rencontre alors Faulkner. Édouard Cameau-Brathwaite rejoint les Amalima. Je me reconnais en Derek Walcott. Nous nous réjouissons des enroulés du temps dans le siècle de solitude de Garcia Marquez. La plantation détruite a touché alentour aux cultures des Amériques. Deux points donc, dans ma présentation d'aujourd'hui. Tout d'abord, donc, glissant et le projet caribéen, c'est-à-dire que je vais essayer de retracer très rapidement les conditions de lecture par glissant de Walcott, Brathwaite et Bao. Et puis ensuite, donc, nous allons revenir véritablement à cette méthode intertextuelle que je vous ai annoncée. Donc tout d'abord, les conditions de lecture de ces auteurs-là. Les contextes de lecture sont très différents. Pour ce qui est de la période du discours antillais, on peut dire que la fréquentation de Derek Walcott est bien antérieure à la période de gestation, ces années 70, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, donc du discours antillais. La fréquentation est plus récente pour ce qui est de Cameau-Brathwaite et d'Edouard Beau, et elles sont d'inégale amplitude, il faut l'avouer. Derek Walcott et Cameau-Brathwaite permettent finalement de donner une extension particulière à l'imagerie, nous allons y venir. Et puis, Edouard Beau fait partie, je dirais, et cela on avait parlé avec Raphaël par rapport aux modalités de construction du dossier, bibliographique qui a accompagné l'élaboration du discours antillais. C'est plus effectivement une référence de l'époque, mais en effet, c'est particulièrement saisissante en termes intellectuels. Alain Baudot rapporte un entretien avec Glissant dans Le Français aujourd'hui en 1986, où il fait état de son projet de traduire Derek Walcott. C'est pour vous dire à quel point sa fréquentation est longue. Il fait état également de rencontre de Glissant et de Derek Walcott en 1993, où Glissant précise l'un des points communs qu'il a avec Walcott, à savoir « Nous ne voulions pas être prisonniers du piège identitaire ». Alors, je crois que là particulièrement, la question de génération est très éloquente et très éclairante pour nous. Pensez à ce qu'a dit à propos de la génération, de la notion de génération pour la Caraïbe et pour l'émergence de cette parole-là, l'anthropologue américain David Scott, quand il a parlé de C.L.R. James particulièrement. Donc c'est une génération qui vient après la négritude et qui va se positionner comme dans une volonté de réappropriation du réel. Donc justement, ce qui semble lier ces trois auteurs fondamentalement à Glissant, et qui est présenté dans le discours antillais, c'est qu'au même moment, finalement, dans les mêmes années, essentiellement de la fin des années 50 aux années 70, et selon une pratique de lecture réciproque, mais aussi à la faveur d'échanges concrets, ces penseurs caribéens élaborent des modèles intellectuels analogues en matière d'analyse de la situation historique et sociale de leurs îles et de leur archipel. C'est au demeurant et en amont, même de ces années-là, que Glissant conçoit, dans la politique de la relation, une sorte d'identité commune, de front commun des écrivains de la plantation, ce qu'il appelle les écrivains de la plantation. Ce mouvement-là, je le dis parce que c'est quelque chose que je pense fondamentalement après-guerre, et en particulier à partir des années 60, est d'ailleurs si considérable qu'il est en fait vain de vouloir le simplifier sous le vocable de post-colonialisme qui a été très vite et très systématiquement adopté par l'université américaine particulièrement. C'est un vocable assez généralisant et qui fait peu cas des spécificités et puis de la longue durée finalement dans laquelle ces écrivains se placent. Il faut savoir particulièrement que ce sont des écrivains qui se lisent entre eux. C'est particulièrement cela qu'on n'a pas encore réellement commencé à parcourir. Et cela, c'est très lourd de sens. Édouard Cameau-Brathwaite, donc né à Barbade en 1930, donc 2 ans après Édouard Glissant, né en 1928, est paradoxalement connu aux Antilles françaises pour son activité strictement académique. Car Brathwaite est, avant d'être un écrivain, en tout cas un éminent historien, un historien du fait colonial caribéen. Et nous recevions il y a un an de cela Jean-Pierre Sainton, l'éminent historien guadeloupéen, qui nous disait, qui témoignait de son souvenir très fervent des cours dispensés à l'université antilleenne par Cameau-Brathwaite. Chose très importante, la revue Savacou, qui a été fondée par Brathwaite à l'université des West Indies, campus de Mona en Jamaïque en 1970, avec John Larose, avec Andrew Salkey et avec Orlando Patterson particulièrement. Il s'agit de la première revue d'importance qui vise un examen renouvelé de la situation historique, anthropologique et culturelle de la Caraïbe, par une approche pluridisciplinaire fondée sur les sciences sociales et la littérature. Parmi les signatures prestigieuses de cette revue, on retrouve C.L.R. James, on retrouve Stuart Hall, George Lamin, Derek Walcott, et on ne peut que rapprocher cela, évidemment, vous l'aurez compris, de l'expérience même de la revue Acoma, fondée en
1971. Donc nous sommes exactement dans les mêmes années, à partir donc, du groupe de recherche initié en 1970 à l'Institut martiniquais d'études que Glissant fonde en 1967. Edward Bowe, pour ce qui est de donc, cette autre scholar jamaïcaine née en 1936, lui aussi mène une carrière académique de spécialiste des littératures caribéennes. C'est également un poète. Les références dans le discours antillais en termes de réflexion touchent surtout la réflexion sur l'histoire et le rapport à l'écriture caribéenne de l'histoire. Finalement, Glissant le rencontre surtout en termes d'éminents spécialistes de l'œuvre de Derek Walcott, qui est Edward Bowe, avec sa monographie en 1978 sur Derek Walcott, Memory as Vision, et puis l'article History is Irrelevant to the Caribbean, et surtout, en 1974, cet article qui finalement va donner naissance à la partie essentielle, à la section essentielle du discours antillais qui s'appelle La querelle avec l'histoire, c'est-à-dire The West Indian Writer and his Quarrel with History. Et donc, voilà pour les conditions de lecture. Vous voyez qu'elles sont inégales. Je vais donc essayer de vous prouver justement à quel point elles sont inégales maintenant en rentrant dans le vif du sujet intertextuel. À partir des données, donc relayer et dériver, en somme, tramer le cri, énoncer la parole. À partir des données du discours antillais, c'est vers l'intertextualité que je m'en retourne pour essayer donc de décrypter non seulement cette note 2 sur la transversalité que vous trouvez au sein de Histoire, où Glissant fait appel à Kamau Brathwaite, mais aussi la fin de cette section Histoire, où il est question en une sorte d'astérisque de la fameuse citation de Derek Walcott, The Sea is History. Et vous savez que cela va donner l'épigraphe de Poétique de la relation. En 1990, on nous disait tout à l'heure quelque chose à propos de la présence de Michael Smith. Et justement, il faut comprendre que The Sea is History et, donc ça, Derek Walcott, et The Unity is Submarine, Kamau Brathwaite, va finalement former un tout parce que l'image du mausolée atlantique de la traite, qui est déjà ancienne chez Glissant, comme on le verra, va être finalement renforcée dans le sens d'une unité caribéenne souterraine par la référence à Kamau Brathwaite. Cette référence particulièrement explicitée dans le discours antillais, donc The Unity Submarine, nous invite à démêler finalement les chevaux. Je vous propose de faire cela en quelques minutes, et donc c'est un exercice un peu acrobatique. Épigraphe, donc celle de Poétique de la relation, et texte du discours antillais, nous dit ceci. Nous avons ici affaire véritablement à une trame, précisément. Avant tout, Glissant fait allusion dans The Star Apple Kingdom, c'est-à-dire qui traduit excellent chez Circé il y a quelques années par Le Royaume du fruit étoile de Derek Walcott, par ce fameux poème que vous connaissez, The Sea History, dont le début est particulièrement célèbre. Where are your monuments, your battles, martyrs? Where is your troubled memory, sirs, in that grey vault, the sea has locked them up, the sea is history. En effet, Glissant est frappé par ce poème qui exprime la même conception que lui, qui se rapporte à celle de ce qu'on pourrait dire l'histoire monumentale, dont parle Nietzsche dans sa deuxième considération inactuelle, à savoir que les monuments édifiants de cette histoire de la traite et de l'esclavage sont ceux, non pas de l'architecture, mais de l'espace, de la nature. On s'est souvent focalisé à ce propos sur la question même de la métaphore vivante de la traite qu'incarne la mer, et effectivement, comme nous allons le suggérer, ne serait-ce que par la fréquence dans l'œuvre d'Édouard Glissant de cette image de la chaîne sous-marine invisible des martyrs, l'analogie est absolument cruciale. Mais au sein de ce développement, il faut dire que certains lecteurs extérieurs, on dira au monde glissantien, se trompent quant à l'attribution du lien de Glissant à cette conception de l'histoire. Ainsi, je fais allusion à ce maître ouvrage de l'anthropologue Christine Chivalon, L'esclavage du souvenir à la mémoire. Et quand elle se réfère au ouvrage de 2012, essentiel, quand elle se réfère au discours antillais, elle dit ceci: cette conception d'un peuple dépossédé de son histoire rejaillira de manière encore plus aiguë dans les Antilles françaises au travers de la posture d'Édouard Glissant, inspirée dans un premier temps par la vision de l'histoire développée par Derek Walcott. Cette présentation des choses me paraît pourtant devoir être pour le moins fortement nuancée. Vous apprécierez la méthode.
tout en considérant qu'elle incite surtout à un examen plus précis des liens glissant-Walcott. Tout d'abord, disons-le clairement, il serait erroné, factuellement erroné, de penser que la conception de la dépossession du passé serait en soi inspirée par la vision de Walcott. Cette conception apparaît chez Glissant bien avant le discours, qu'il faut, comme on l'a dit, considérer dans sa continuité avec l'œuvre à la fois antérieure et ultérieure. S'il est vrai que c'est au moment du discours que cette vision est théorisée et amplifiée, elle apparaît néanmoins dès le Soleil de la conscience en 56 et est encore présente dans les articles réunis en 69 dans l'intention poétique, mais également ô combien dans la sphère romanesque de la Lézarde en 58, le IVe siècle en 64, la case du commandeur en 81, donc même année que la publication du discours. Donc, de ce point de vue, il n'est pas raisonnable de dire qu'il y a là une inspiration initiale de Glissant à partir de Walcott. Mais j'aimerais, à la faveur de cet examen, plus prononcé, on va dire, proposer un nouveau modèle des liens entre ces deux écrivains que je vous propose sous le modèle de la réciprocité. Pour moi, il s'agit d'une illusion réciproque, tant ces auteurs se sont lus l'un et l'autre. On sera effectivement à même de comprendre cette épigraphe, surtout pour un écrivain comme Glissant qui ne dit jamais ses tribus et fait donc exception avec Walcott et Brathwaite, que chez Glissant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'image du mausolée atlantique de la traite est un topos essentiel. Cette nécropole sous-marine que forment sous l'Atlantique les esclaves jetés par-dessus bord, notamment au moment de ce qu'on appelle la traite interlope, à partir de 1825, mais bien avant aussi, avec ce fameux épisode devenu quasiment mythique en 1781 du négrier Zong, hein, qui est carrément, où le capitaine du bateau est pris carrément d'une sorte de folie et jette carrément toute sa cargaison, on va dire. Hein. Je vous recommande particulièrement en anglais l'ouvrage de Ian Bocom, Spectres of the Atlantic, par rapport à cet épisode-là. Alors, il y a une transmutation mémorielle qui fait que, avec la simple évocation métaphorique par le détail de la matérialité de ces vestiges tragiques et mortuaires de la traite, ce qui va occuper l'amorce du poème, c'est sa substance même, de part en part consacrée à cette vision en effet monumentale du sépulcre sous-marin de la traite. Et donc, je vous donne lecture de la suite de ce poème de Sea History par rapport à cette notion-là. Bone soldiered by coral to bone, mosaics mantled by the benediction of the shark's shadow. But where is your renaissance? Vous m'excusez pour mon accent, not quite good. Sir, it is locked in them sea sands. Out there past the reef's moiling shelf, where the men who war floated down. Stop on these googles, I'll guide you there myself. It's all subtle and submarine, through colonnades of coral, past the Gothic windows of sea fans, to where the crusty grouper of onyx-eyed blinks, weighted by its jewels like a gold queen, and these groans caves with barnacles pitted like stone are our cathedrals. La vision quasi hypnotique, vous l'aurez compris, habite le poème. En se fondant sur sa date de publication, 1979, on pourrait certainement en inférer que c'est là, résolument, que Glissant va trouver le motif pour intégrer par la suite cette image à son univers. Il n'en est rien. Cette vision va relever, on peut le dire, d'un motif quasiment obsessionnel chez l'écrivain, à la fois l'essayiste, le romancier et le poète, sans compter ses nombreuses évocations lors de manifestations publiques. En fait, cette vision, et ça résulte du travail que j'ai effectué pour la préparation de l'ouvrage que je publie bientôt, par rapport à l'esclavage comme matrice véritablement de l'œuvre de Glissant, ce en quoi Brathwaite le rejoint tout à fait, il est peut-être le seul dans cette catégorie-là. Cette vision qui relève de la représentation incarnée de la traite transatlantique est déjà en germe dans certaines images du grand poème Les Indes, bien sûr, et apparaît pour de bon, en tant que tel, avec toutes ses composantes fondamentales, c'est-à-dire les chaînes, les boulets, l'image des noyés, dans Malemort en 1975. Je suis formel dessus. Et j'aurais bien aimé vous lire, mais je ne pense pas que j'ai tout à fait le temps de cela, enfin juste le début. Et avant que le temps ait coulé son pu de sang dans cet œil fixe, comme si le monde avait plaqué sa paupière sur notre plat de chaleur et l'avait laissé brûler là, sans un ciment, ou comme si combien d'ans avaient poussé leurs filao dans la profondeur de la mer, alguant leurs racines dans les noyers en rang et leurs chaînes bleutées.
il y a une suite qui est encore plus essentielle avec cette fameuse image de l'entraille des noyés. À partir de cette émergence, la fréquence des évocations de l'image dans le texte de Glissant ne va jamais se démentir, à tel point qu'un relevé exhaustif serait difficile. C'est ce à quoi je me suis risqué dans l'ouvrage en question, mais on ne peut pas être exhaustif par rapport à cela de toute façon. Quelques exemples au pas de charge de cette résurgence. Dans Hors Europe, vous avez par exemple la mer Océan rôle sa profondeur où furent jetés les Africains enchaînés et son étendue dont l'inconnu terrifiait. Parole à méditer quand vous vous embarquez seulement sur le canal de Sainte-Lucie. La Caraïbe aussi est semée de signes de pistes sous-marines. Dans la case du commandeur, la vision est spécifiée dans un surgissement brusque qui étreint Nicéa lors du dialogue qu'elle a avec Matthieu. Et il nous dit ceci, Édouard Glissant, elle voyait le fond d'une mer, le bleu sans mesure d'un océan où des fils de corps attachés de boulets descendaient en dansant. Plus tard, dans Tout le monde, elle sera encore utilisée dans une autre mention, je n'ai pas la possibilité de vous lire par manque de temps, mais où le personnage de Taël, qui parle avec Théolade, cette espèce de hableur brésilien, qu'on appelle le Brésilien, en tout cas, c'est un mulâtre, en fait. Et il dit ceci, il ressent Taël, puisqu'ils sont sur le Colombie, dans cette espèce de... Ce sont des étudiants, ils vont vers la France, donc ils font la traversée atlantique dans l'autre sens, d'une certaine façon. Et il dit à Théolade qu'il sent les Africains déportés qui sont dans l'Atlantique, et il lui dit ceci, oui, disait-il, vous ne sentez donc pas qu'ils nous regardent par-dessous. Taël laissait faire et oubliait les boulets verdis. La vision de Taël, si caractéristique de la préoccupation, voire de la hantise de l'histoire ressentie par le petit groupe de l'affaire de la Lézard, n'est évidemment pas partagée par Théolade. Mais il s'agit bien d'un voyage transatlantique inversé. Cette variation importante entre toutes peut trouver son foyer dans une autre de cette longue liste, dans Tout le monde par exemple, au sein de la pièce alors inédite aussi La Folie Sola, composée en 1987 et qui sera reprise plus tard, l'année même de ma agonie, une nouvelle fois avec une occurrence de l'image qui va fonder cette nuance dans un surcroît de précision. Et où il est dit ceci, le cœur des grands hommes, c'est-à-dire des hommes mûrs, ils disent « nous voyons par leurs yeux, nous voyons par leurs yeux ». Nous partageons la confrérie de l'invisible. C'est une autre manière que nous voyons. C'est d'une autre manière que nous voyons avec Marie Sola. Et finalement, cette vision des vivants est rendue possible parce que les morts regardent. Et j'ai parlé de ce motif comme une trace mortuaire, une trace sous-marine engloutie, et je serais bien fautif de ne pas mentionner que dans le discours antillais, avant même la note 2 sur la transversalité où il parle de Brathwaite, Glissant amplifie donc l'image, et bien l'image apparaît déjà dans l'une des autres introductions à partir des traces d'hier et aujourd'hui mêlées, où il dit ceci, la mer, à propos de Gorée, l'évocation de Gorée, la mer ensuite jamais vue de ses fonds de cale pour tuer le noyé qui semèrent dans les fonds les boulets de l'invisible. Dans Philosophie de la relation en 2009, l'écrivain revient lui-même sur la fréquence de ce motif dans ses œuvres, manière d'en rappeler l'intelligibilité d'une spatialité mémorielle de l'Atlantique. Il dit ceci, l'Atlantique est en tout cas l'énorme mausolée, vous voyez que je n'ai pas inventé le terme, l'énorme mausolée dont nous avons eu le sentiment puissant et que nous avons même tenté d'exprimer dès l'amorce de nos poétiques dans le poème Les Indes et le roman Le IVe siècle, par exemple, de ces milliers d'Africains qui jalonnaient à ces pistes sous-marines garrottées de chaînes et de boulets. Par conséquent, si l'on devait, mesdames et messieurs, procéder au jeu sans charme, l'attribution d'antériorité, ce serait par conséquent résolument vers Glissant qu'il faudrait logiquement se reporter pour l'apparition de cette vision de la mer comme énorme mausolée des martyrs de la Crète, fondée sur un sentiment puissant, pour reprendre les termes précisés. Puisque, en effet, en 1979, c'est finalement Derek Walcott qui semble réinvestir le topos qui a été introduit en 1975 dans Malmorand. Glissant dans le discours antillais va lier cette idée de Brathwaite de l'unité sous-marine à celle du mausolée sous-marin, qui est en fait finalement la sienne. Le fait-il finalement à dessein, histoire de lier cette image à un processus de création qui soit proprement caribéen, qui soit proprement collectif. Je vous en propose à ce stade de mon intervention l'hypothèse, en vous disant ceci, que cette hypothèse mérite d'être émise dans l'examen de ce qui peut apparaître certainement comme un labyrinthe
Mais au-delà, quoi qu'il en soit, cette réalité d'une image creusée, éminemment caribéenne. Avant d'en poursuivre linéairement, il n'est pas inutile d'envisager vers Césaire, Aimé Césaire, les premières traces de cette imagination. On se tourne vers finalement une origine de cette image. Ce serait plutôt vers Césaire qu'il faudrait se reporter. Chamoiseau, Patrick Chamoiseau en avait eu la préscience dans son livre sur Père Césaire Glissant, en rappelant que donc Césaire avait parlé de la mère très pieuse des boîtes crâniennes, en parlant aussi de cette image, la mère a un goût d'ancêtre. Et j'ajouterais à cette remarque de Chamoiseau que dès le cahier de retour périnatal en 1939, l'image du soumetier sous-marin est déjà présente chez Césaire avec le motif d'une mémoire ensanglantée habitée de lagunes mortuaires. Que de sang dans ma mémoire sont des lagunes. Elles sont couvertes de têtes de mort. Elles ne sont pas couvertes de nénuphars. Dans ma mémoire sont des lagunes. Sur leurs rives ne sont pas étendues des pagnes de femmes. Ma mémoire est entourée de sang. Ma mémoire a sa ceinture de cadavres. Donc si le motif d'une mère nécropole de la Crète avait bien été forgé par Glissant, le motif de mère nécropole véritablement dans l'inspiration de Césaire, il faut comprendre que cette suggestion d'un paysage réceptacle des monuments invisibles de l'histoire va donner lieu à l'un de ces dialogues intertextuels qui sont le propre de cette grammaire littéraire que les grands écrivains aiment aménager entre eux. Et cela, c'est une sorte de petite découverte que je propose comme hypothèse dans l'ouvrage Apparaître. Ainsi, je dois dire que l'un des textes auxquels se réfère finalement Édouard Glissant, c'est l'un des textes rares de Derek Walcott, paru en février 1962 dans la fameuse revue de London Magazine, où prennent place Sylvia Plath, George Seferis, Robert Graves, et donc Derek Walcott est dans un texte très peu connu qui s'appelle The Royal Pounds and Absence of Runes. Alors ceux qui en parlent mal, je trouve, parce que effectivement c'est là une première projection de cette question qui est sur laquelle il revient dans The Sea History, mais surtout ceux qui ont été attentifs à certains textes de la partie qui échappe à la partie au discours critique dans l'intention politique en 1969 auront remarqué peut-être que l'un des textes de Glissant, qui s'appelle Sur un défaut de monument, est peut-être une façon d'hommage et de réécriture de ce texte de Derek Walcott qui commence ainsi: Here there are no heroic palaces, nor are there ruins to rival those of Egypt. You will not find in these green desert places one stone that finds us worthy of its name. Et alors le texte de Glissant, je vous en donne lecture pour vous permettre de juger de justement cette hypothèse d'une réécriture en termes d'hommage. Ne venez donc pas ici, vous n'y découvrirez nul monument. Ne chantez pas notre terre, son chant est clos dans ses fosses. Notre théâtre fut intérieur, sa scène est à même le sol. Nous n'agissons pas encore, et nos actes ne sauraient constituer pièces, etc. C'est terrible de dire, etc. À mes égards, ce texte semble fondé de manière effectivement de réécriture d'hommage, et il faudrait en arriver à une lecture très très attentive pour s'en rendre compte. Et finalement, ce que Glissant disait en 86 de sa volonté de traduire Derek Walcott peut-être se fait dans ce texte. Je passe rapidement sur plusieurs choses pour me focaliser, pour terminer, sur le passage par Braswell, finalement. La référence à l'autre immense poète caribéen qu'est le Barbadien Edward Cameron Braswell permet finalement d'envisager dans cette sorte de généalogie le renforcement de l'image de la nécropole sous-marine en germe dans les Indes dans le IVe siècle et qui apparaît donc avec force, comme on l'a dit, dans Malmort en 75. Avec donc en ligne de mire ce poème donc, de Derek Walcott, on peut dire que là, Glissant trouve la façon d'unifier les choses, et c'est effectivement dans cette note 2 sur la transversalité que vous trouvez, et je vous y recommande parce que je n'ai pas la possibilité de le lire en entier, que vous trouvez la substance donc, de ce qu'il dit. Et il dit peut-être, voilà, juste ceci: je ne traduis quant à moi cette proposition de Braithwaite, de Unity is Submarine, qu'en évoquant tant d'Africains lestés de boulets et jetés par-dessus bord chaque fois qu'un navire négrier se trouvait poursuivi par des ennemis et s'estimait trop faible pour soutenir le combat.
Donc, ceci, sur une dimension peut-être psychanalytique, et je le dis en présence de certains psychanalystes présents dans la salle, ce qui auparavant avait été énoncé comme intuition, amorce, genèse sous la forme de cette image d'une nécropole atlantique de la fête, s'agrège ici à cette conception de l'histoire que représente le chapitre Histoire de l'essai. Il s'agit plus précisément donc de cette note 1, qui donc précède la note 2 sur la transversalité, sur l'histoire comme névrose. Et il s'agit d'infléchir l'hypothèse d'une lecture psychanalytique de la relation problématique des Antillais à leur histoire par une appréhension de la notion heuristique de transversalité, non plus du point de vue méthodologique, mais comme du point de vue spatial. Plus exactement, la lecture psychanalytique est présentée comme valable, mais comme devant être complétée, parachevée en somme par la désignation du vrai souterrain de ce refoulé historique, postulé par le diagnostic d'une névrose de l'histoire. Le souterrain reprend évidemment le motif des soubassements de l'inconscient, de ce subconscient de la psychanalyse, tout en l'incarnant dans une réalité géographique. Ce sont les fonds marins. Ici, la lecture de l'histoire occultée révèle cette convergence souterraine de la Caraïbe, donc de la révélation, et qui est rendue possible par le fait que l'histoire omnipotente a été déjouée au gré de la pluralité des histoires jointes par une relation sous-jacente. Il faut souligner aussi, je le dis pour ceux qui ont peut-être l'obsession de parler de 1000 plateaux de Deleuze et Guattari dès qu'il est question de rhizome, et ils ont certainement raison, parce que Glissant l'a revendiqué lui-même. Et il faut souligner l'importance considérable de cette double caractéristique des racines évoquées ici, puisque dans son texte, dont je n'ai pas eu le temps de redonner lecture, il parle des racines dérivées, c'est-à-dire ces racines qui ont été émises par ces cadavres, eh bien, elles sont dérivées, c'est-à-dire qu'elles vont dans tous les sens. Et donc, à partir de ce mausolée sous-marin, on a peut-être là la préfiguration, quand il parle des racines dérivées et non implantées, prolongées dans tous les sens de notre univers par leur réseau de manches, on a peut-être là la première projection de ce qu'il appellera le rhizome, qui va donc être amplifié par la suite, bien entendu, avec la référence à Gilles Deleuze et Guattari. Vous précisez encore, pour terminer, c'est en 1974 que Edward Cabot Brathwaite écrit ce texte dont est issue cette image The Unity Submarine, Contradictory Romance, Cultural Diversity and Integration in the Caribbean. Voilà. Donc je vais véritablement m'acheminer vers ma conclusion, cher Hugues, n'aie pas peur. Donc, pour vous dire ceci, cette communauté de Glissant avec Brathwaite, cette communauté de Glissant avec Greg Walcott me ramène à ce que tu as dit au tout début de ton introduction. Quand tu nous as parlé d'un appel de la Caraïbe, je dirais ceci. Dans la cage du commandeur, Mycéa, au début de sa folie, la cage du commandeur contemporaine du discours antillais, va se mettre à traverser l'île pour connaître, en les interrogeant, les gens sur les causes du malaise qu'ils ont. Et il s'agit d'une obsession anthropologique, celle de mettre à jour les soubassements des problématiques collectives. Et finalement, cette obsession, c'est celle d'Édouard Glissant. Et Mycéa se met à interpeller les îles. Elle parle aux îles voisines et elle leur demande d'où venons-nous, de quelle nuit balayer de stupeur raide, de quelle mémoire insensée qui se retire à mesure. Chers amis, je pense que cette interrogation, cette interpellation est celle de Glissant lui-même, celle qu'il émet dans le discours antillais à l'endroit de ses collègues caribéens. Il s'agit de tramer en effet une parole commune, il s'agit d'interpeller ces autres poètes sur une expérience qui pourrait être effectivement une expérience d'unité, donc des trames d'une parole, et des racines dérivées à partir de cette fulgurance commune d'une parole qui est en train de se dire. So, as a conclusion, but an open one, I would say that if, according to Cabot Brathwaite, the unity is submarine, it means also for Glissant that the shout, the scream, too, is submarine. And that in order to emerge, the world must be united, must be said in common. And let me tell you about a memory of Edouard Glissant himself in May 1988, at the end of the colloquia poétique of Edouard Glissant à Sorbonne. Concluding the déclaration de la Suatrette négrière qu'il avait fait avec donc Patrice Chamoiseau et Oulé Soyinka.
Je l'avais entendu, je l'avais vu ce jour-là, très ému quand il avait redit cette image, parce que cette image, il la convoquait très souvent. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit à la fin de son intervention? Des cris venaient de là, et nous les avons entendus. Et il faisait ce geste-là, je m'en rappelle très bien. Nous les avons entendus. So, a submarine shouts, a submarine scream, and an immersed world. Je vous remercie infiniment. Thank you.